RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Vous le savez certainement, au début du mois d'août, la mission d'observation électorale ECC5O a proposé de faire une mission d'audit du fichier électoral qu'ils ont qualifié de dite citoyen. Alors, en réponse à cette demande, la CENI a botté en touche tout cela, disant qu'il n'est pas possible de faire un autre audit pendant qu'il y a déjà eu un autre qui s'est déjà fait précédemment. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'une mission d'observation électorale a-t-elle la mission de faire ce travail d'audit? Est-ce que son travail ne se limite pas nécessairement à observer les élections? D'où lui vient le pouvoir, d'où lui viendrait le pouvoir d'auditer un fichier électoral? Est-ce que ce n'est pas usurper le pouvoir de la CENI qui est un organe indépendant? Voilà autant de questions que nous nous poserons. On va finalement chercher à comprendre c'est quoi une mission d'audit dit citoyenne. Alors, pour cela, on n'a pas voulu inviter un membre de la mission d'observation électorale ECC5O parce qu'on en a assez parlé, on les a reçus, on a discuté, mais on n'a pas invité non plus la CENI parce que ce sont les deux parties qui sont, on va dire, en conflit, entre guillemets. On a invité un expert électoral qui n'est ni de la CENI, ni de l'ECC5O, lui qui nous donnera un avis d'expert. Il s'appelle M. Jean-Baptiste Ndundu. Il nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. M. Jean-Baptiste, toujours un plaisir. Vous allez bien, je pense. Merci, nous allons très bien et je me réjouis de l'invitation que vous m'avez envoyée. D'accord. La joie également nôtre et celle de nos téléspectateurs qui vont avoir un avis d'expert. C'est-à-dire que vous n'êtes ni de l'ECC5O, ni de la CENI, mais vous êtes indépendant. Alors, M. Jean-Baptiste Ndundu, dites-nous s'il vous plaît, qu'entendez-vous par audit citoyen? Ok, merci pour la préoccupation et la question. En fait, pour bien comprendre que signifie audit citoyen, il faut d'abord comprendre où se situe la mission d'observation électorale. Et la mission d'observation est une activité, une structure qui a pour but de pouvoir surveiller, observer les différentes étapes du processus électoral, les différents acteurs du processus électoral et observer si les normes électorales au niveau national ou international sont respectées. Mais on ne sait pas parler de l'observation électorale ex nihilo. Généralement, on parle de l'observation électorale en fonction du cadre légal dans lequel on évolue. Et par exemple, chez nous, nous avons un cadre légal avec la Constitution, nous avons la loi sur la CENI et nous avons la loi électorale, nous avons la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Cette loi particulièrement concerne l'opération d'identification et enrôlement des électeurs pour lequel on voudrait organiser on a organisé un audit par la CENI et pour lequel la mission d'observation 5O ECC souhaite également avoir réaliser un audit qu'elle appelle citoyen. Oui. Alors, elle appelle citoyen parce que elle est justement mission indépendante. Il y a deux types de vérifications qui peuvent être faites dans un processus électoral. Il y a ce qu'on pourrait appeler une vérification impartiale, indépendante, et puis on peut avoir une vérification judiciaire. Ok?
Une vérification impartiale, indépendante, qui peut être justement développée par une mission d'observation électorale, c'est pour justement permettre à ce que la confiance soit, j'allais dire, attestée par rapport au processus électoral. Si je comprends bien, une mission d'observation électorale peut également auditer un fichier électoral, et cet audit, vous l'appelez audit citoyen. C'est acceptable dans une démocratie? J'ai essayé de faire un raccourci pour ne pas trop m'étendre, mais j'étais en train d'évoluer pour dire qu'il y avait un cadre légal qu'il fallait respecter, et dans ce cadre légal, si vous regardez, je semble pouvoir me tromper, l'article 44 de la loi électorale, on vous dira que l'observateur électoral a le droit d'être partout là où il y a des opérations électorales. Partout. OK? Donc, partout là où il y a des opérations électorales, l'observateur a la possibilité d'y être. Qu'est-ce que vous appelez opération électorale? Les opérations électorales, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, par exemple, je vous renvoie à l'article 211 de la Constitution. OK? C'est l'article qui institue la Commission électorale nationale indépendante et qui reprend un certain nombre d'opérations, notamment ce qu'on appelle la tenue du fichier électoral. La tenue du fichier électoral, c'est une opération électorale, c'est une activité que mène la Commission électorale nationale indépendante. Et cette tenue du fichier résulte d'abord de la collecte des informations. Ça veut dire on organise l'identification et l'enrôlement des électeurs, on délivre les cartes d'électeurs dans les différents centres d'inscription, on les rassemble dans le serveur au niveau de la CENI, et la CENI le gère. OK? Je vais donner une petite illustration pour qu'on se comprenne très bien. C'est vrai que, officiellement, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs est achevée. Et qu'on a fait un audit, on a publié le nombre d'électeurs. Sans vous arrêter, pendant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, la mission d'observation doit être présente, déjà. Oui, ça veut dire que c'est organisé par la loi. C'est organisé par la loi. Et la Commission électorale nationale indépendante produit ce qu'on appelle des mesures d'application pour dire comment cela va se passer. Ah, vous avez le droit de pouvoir être dans les centres d'inscription. Mais si je veux que vous veniez voir le serveur, je dois pouvoir organiser le mécanisme par lequel vous pouvez venir visiter mon serveur, là où est logé les différentes données électorales. Attendez, la mission d'observation électorale a la latitude d'aller, comment dire, d'avoir accès au serveur de la CENI. Absolument. Parce que là-bas se passe aussi l'opération électorale que je vous ai présentée, qui se trouve à l'article 211 de la Constitution, qui est la tenue du fichier électoral. Mais si elle a ce droit-là, donc elle a aussi le droit d'auditer. Parce que déjà, avoir accès à ces données donne aussi la possibilité de connaître qui est dedans et de pouvoir l'auditer et le présenter au public. Ça va de soi, non? Tel que vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si elle pouvait se passer de la CENI pour pouvoir le réaliser. Non, avec l'autorisation de la CENI. Absolument. Ça veut dire que, par transparence, la Commission électorale nationale indépendante doit donner la possibilité à cette mission de pouvoir accéder. Parce que, comme vous pouvez imaginer, ce fichier électoral est un élément sensible. Mais laissez-moi achever l'illustration que j'étais en train de vous donner. J'étais en train de vous dire que l'opération officiellement est achevée et on a publié les statistiques des électeurs, on a même publié la loi portant répartition des sièges. Mais au moment où je suis en train de vous parler, si une personne veut se porter candidat
Et si elle n'est pas encore enrôlée, on peut l'enrôler. Ça veut dire que s'il y a un député, un candidat député provincial ou un candidat conseiller communal qui veut se faire enrôler, qui veut être candidat, mais il ne s'est pas encore fait enrôler, il a la possibilité de se faire enrôler. Ça veut dire que le fichier qui a été publié en juin 2023 n'est pas le fichier de août 2023. Il est évolutif. Il est évolutif. Ça veut dire que quand on fait l'audit, c'est comme si on était en train de faire un bilan. On regarde à un point donné, à un temps donné, quelle est la nature du fichier électoral. Bon, c'est quand même, si vous faites encore beaucoup de révélations, pendant que les opérations telles que mentionnées dans le calendrier électoral sont de stricte application. Tant que les opérations d'enregistrement des candidatures n'est pas encore achevées, ça veut dire que le fichier électoral aussi n'est pas encore stable. Mais là, il est encore en mouvement. Mais là, l'identification, on a pris fin, c'est pris, je crois, au mois de mars déjà. Ben, je viens de vous dire que le fichier, il est dynamique. Le fichier est dynamique. Il y a des éléments. Et donc, je suis en train de répondre à votre question Oui. pour dire effectivement, une mission d'observation des élections peut demander à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir auditer le fichier électoral afin évidemment de donner plus de garanties aux différentes parties prenantes pour qu'ils puissent avoir confiance au fichier électoral. Évidemment, quand la Commission électorale accepte la demande de la mission d'observation, elle fait preuve de transparence. Ça veut dire, elle n'a rien à cacher, elle fait preuve de transparence. Évidemment, à contrario, quand elle refuse cette demande d'une mission d'observation, on considère qu'elle fait obstacle à la transparence et à la mission d'observation. Voilà un peu ce que je peux répondre d'emblée par rapport à la première question que vous me posez. Oui. Je réponds par l'affirmatif. Effectivement, une mission d'observation peut très bien auditer un fichier électoral parce que une mission d'observation peut très bien pouvoir s'assurer si la tenue du fichier électoral se passe correctement. Voilà, merci. Vous avez, en tout cas, ça c'est, bon, je ne vais pas désolé, vous avez un parti pris, nous l'avons dit en début d'émission que c'était un avis d'expert. Mais vous avez aussi parlé du cadre légal. Oui. Le cadre légal dans notre pays ne prévoit pas forcément qu'il y ait un audit du fichier électoral. Vous avez suivi la réponse de la CENI qui a dit que c'était pour des raisons de transparence que nous nous sommes soumis à cette obligation. Mais déjà dans la loi électorale, il n'est nulle part prévu que le fichier électoral soit audité. Alors, dans ce contexte-ci, est-ce qu'on peut nécessairement dire que la mission d'observation électorale, la SCC5O, peut faire ce travail sans pour autant aller outre la loi? Non, comme je viens de vous expliquer, même en se référant uniquement à la Constitution, on voit très clairement qu'on peut très bien essayer de surveiller, de faire le monitoring de la tenue du fichier électoral. Mais la question que vous posez a sa raison d'être, dans la mesure où le seul endroit où on parle de l'audit du fichier, c'est la décision de la Commission électorale nationale indépendante publiant le calendrier électoral qui annonce l'audit externe du fichier électoral. À partir de ce moment-là, comme c'est une décision de la CENI, c'est elle qui peut dire comment est-ce qu'elle compte organiser cet audit du fichier. Et généralement, c'est elle qui fixe comment? C'est elle, parce que la Commission électorale a la latitude de légiférer en cas d'absence
ou de vide juridique en la matière. Et à partir du moment où elle a dit qu'il y aura un audit externe du fichier, en fait, c'est elle qui doit émettre des mesures d'application, qui doit donner les procédures par lesquelles cet audit du fichier électoral pourrait se faire. Audit externe, comme elle a audit elle externe annoncé. veut dire quoi exactement? Audit externe, ça veut dire par une structure externe à la Commission électorale nationale. Par une structure externe ou par quelques experts? Les experts externes aussi peuvent auditer. Non. Ça peut s'appeler aussi audit externe. Non. Là se trouve le principal problème qui existe aujourd'hui. La Commission électorale nationale indépendante a la latitude de recruter des experts et des consultants. Ce n'est pas interdit. Et quand elle recrute ses experts et ses consultants, le travail qu'elle fait, c'est sous le label de la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas sous le label d'une structure externe. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat demanderait un audit du fichier, ça serait un audit du fichier externe. Oui. Attendez. Mais la CENI, quand elle recrute des experts, elle en recrute à tour de bras. Ça veut dire même pour gérer le contentieux électoral, elle peut décider de recruter des avocats. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas contractuelles de la CENI, mais qui travaillent pour son compte. Et c'est la CENI qui les rémunère pour le travail qu'ils sont en train de faire. OK? Je donne un exemple concret. J'aime pas trop faire des comparaisons, mais je suis obligé de donner cet exemple concret. Nous avons dans notre pays fait l'expérience de l'audit du fichier externe par l'Organisation internationale de la francophonie. La base du travail des auditeurs de l'OIF, c'est la déclaration de Bamako. C'est leur texte de base pour qu'ils auditent le fichier de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration de Bamako. Que dit cette déclaration? En fait, à travers cette déclaration, il y a une disposition où on demande à ce qu'on puisse avoir un fichier électoral qui soit fiable. OK? Et donc l'OIF a la possibilité, comme la République démocratique du Congo est membre de l'OIF, elle a donc la possibilité de venir et pouvoir envoyer. Le rapport qui est fait, ce n'est pas le rapport de la CENI, c'est le rapport de l'OIF. C'est l'OIF qui fait un rapport sur le fichier électoral de la République démocratique du Congo. Elle envoie ses termes de référence avec ses outils. Ce n'est pas la CENI qui décide ou qui a des outils pour tester le fichier, OK? Ou bien le serveur, non. Elle amène ses outils pour vérifier. Elle amène sa méthodologie pour... C'est pas la CENI qui dicte la méthodologie. C'est l'OIF qui annonce sa méthodologie. Elle ne peut pas faire un audit sur le fichier électoral de la République démocratique du Congo sans l'annoncer. Mais alors, toujours dans le même ordre d'idée, l'OIF a dit qu'auditer le fichier pendant 5 ou 6 jours, c'est très peu. Oui. Il faut plus ou moins 3 semaines à 4 semaines. Est-ce que c'est un argument valable? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que l'audit... D'abord, l'audit exige énormément. Énormément de... Énormément. Il faut bien analyser les procédures. Il faut bien analyser le cadre. Ça peut comprendre combien de temps? Dans notre pays, on est allé de 15 à 20 jours. 15 à 20 jours. De 15 à 20 jours. Ça veut dire environ 2 semaines. En 2 semaines, on est capable de faire un très bon Donc, en moins d'une semaine, c'est impossible. Mission impossible. C'est difficile. Mais c'est pas impossible. C'est difficile. Et je pense que ce qui s'est passé,
c'est que les experts ont validé l'audit interne de la CEI. Mais pourquoi? Pourquoi le ferait-il? Quel serait leur rôle de venir? Pourquoi viendraient-ils valider? Parce qu'ils sont payés pour venir auditer. Pourquoi viendraient-ils valider? Quand vous lisez le rapport d'audit, qui a été publié par les experts, vous verrez qu'ils sont dans une posture pour expliquer les procédures de la Commission électorale nationale indépendante. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils donnent leur point de vue. Par exemple, on aurait pu avoir des recommandations par rapport à l'absence de révision ou d'amendement ou de modification de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Parce que comme vous savez, la Commission électorale nationale indépendante a produit une mesure d'application en fonction de la loi qui a existé et a apporté des modifications sur ce qui avait été fait avant, notamment la capture d'iris. La capture d'iris, qui est quand même un élément qui a trait aux identités personnelles importantes et nouveaux. Et on aurait pu avoir des questionnements par rapport à cette question. Le rapport n'en parle pratiquement pas. Et la conséquence? Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir le faire. Parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir quel est l'impact, quelle est la plus-value que la capture de cette iris a eu par rapport aux empreintes digitales et aux photos qui étaient prises avant. Parce que l'objectif de la capture ou de la capture des données physiologiques, c'est de pouvoir être sûr qu'un électeur ne peut pas être repris plusieurs fois dans le fichier électoral. Donc, en vue du dédoublonnage du fichier, on capture des éléments biologiques pour s'assurer qu'effectivement, un électeur ne peut être repris qu'une seule fois. Mais avec le rapport d'audit, je ne sais pas vous dire si cette décision de la Commission électorale nationale indépendante a apporté une plus-value ou pas. Mais quand vous lisez ce rapport rendu par ces experts, les 5 experts qui ont été recrutés par la CENI, vous détectez, vous comprenez que cette méthode de passage ou d'étude de fichiers par la méthode IRIS a-t-elle été sautée ou a-t-elle été vraiment mise en application? Non. Nous avons été observateurs sur le terrain. Nous avons vu que l'IRIS a été capturé. Et dans le rapport d'audit, on mentionne les statistiques des IRIS. Sauf que, telles que les choses ont été faites, nous ne savons pas comparer. Ça veut dire que ce qui aurait été important, c'est de dire que la CENI publie ses statistiques, et puis ensuite, il y a un organe indépendant qui examine le travail que la Commission électorale nationale indépendante avait fait. Or, tel que les choses ont été faites, on ne sait pas comparer. Parce que la CENI n'a pas publié les résultats. Elle aurait dû le faire. Ça veut dire qu'avant que les experts indépendants ne puissent checker le fichier électoral, elle aurait dû faire un audit interne. Elle consolide les données, elle les publie, et dit, voici les statistiques que moi j'ai publiées. Maintenant, je soumets ce travail à l'examen des auditeurs pour attester que ce que j'ai fait est correct. Et on aurait pu maintenant dire, ah, la CENI avait dit ceci, mais les auditeurs ont dit ceci. Le rapport d'audit et le travail et la manière dont l'audit a été fait ne nous permet pas de le comparer. Mais non, il n'y a rien qui interdit ça. Il n'y a aucune disposition légale. S'il y a aucune disposition légale qui interdit cela, oui. Vous prétendrez dire qu'il s'agirait d'une faiblesse de la loi.
Bah oui, il s'agit d'une faiblesse de la loi, mais l'audit n'est pas prévu dans la loi. C'est aussi une faiblesse. Oui, l'audit n'est pas prévu dans la loi. C'est aussi une... Et là, on pourrait dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on n'a pas un second audit du fichier est une faiblesse en termes de transparence. Donc la CENI elle-même n'a pas audité en interne et n'a pas rendu public. Elle l'a fait. Mais elle n'a pas rendu public. Elle n'a pas rendu public. Et ce qui est rendu public, c'est l'audit. Le rapport des experts. Et pourquoi la CENI n'a pas rendu public? Ah ça, j'en sais rien. Pourtant, comme si je vous prends au mot, ça répondrait à l'exigence de transparence. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Vous qui êtes expert. Je sais pas le dire. Je constate tout simplement que aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire une comparaison entre deux sources, deux méthodologies différentes pour checker le fichier électoral. La seule méthode qui a été utilisée, c'est la méthode qui a été rendue publique avec le rapport d'audit du fichier électoral qui a été réalisé par les experts en mai 2023. Est-ce que le fait que la mission d'observation électorale ECC5O veuille auditer le fichier électoral ne remet pas en cause l'indépendance de la CENI? Non, absolument pas. Absolument pas. Elle ne peut pas faire. Les deux missions ne peuvent pas réaliser cet audit du fichier sans l'accord de la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire que pour qu'elle réalise cette mission d'audit du fichier électoral, ils sont obligés de faire une requête à la Commission électorale nationale indépendante. Et je l'ai dit au début de l'émission, ça veut dire que si la CENI refuse d'accepter cette demande d'audit, en fait, elle donne l'impression qu'elle ne fait pas preuve de transparence. Impression ou réalité? Je ne peux pas donner une décision définitive. Mais le constat, c'est quand vous refusez un audit, on peut attester que vous n'êtes pas transparent. En tout cas, vous ne permettez pas à ce que l'on puisse jeter un coup d'œil sur le fichier. Ça, c'est une conclusion. Maintenant, je ne peux pas dire quelles sont les motivations de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Vous ne savez pas le dire? Non, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas le dire. Au moment où je suis en train de parler, y a quelqu'un qui dirait est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Parce que de toute façon, le fichier de août 2023 n'est pas le fichier de mai 2023. À la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Oui, ce n'est pas le même fichier. Ça veut dire que le fichier... Pourquoi ce n'est pas le même fichier pendant qu'il n'y a que 3 mois qui séparent la fin de l'opération d'identification? Parce que je vous ai dit qu'entre-temps, on peut avoir un dédoublonnage qui a été découvert entre-temps. OK? On peut avoir un candidat qui s'est fait enrôler au moment où il était en train de déposer sa candidature. C'est permis. Hein? Mais oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que le fichier, il est dynamique. Ça veut dire que le fichier qui va être audité en août 2023 n'est pas le même que celui, n'est pas exactement le même que celui de mai 2023. Non, il y a possibilité qu'il y ait variation et ce n'est pas scandaleux. Maintenant, les missions d'observation, leur objectif, c'est de défendre les droits des électeurs. OK? Est-ce que, comme le dit la Constitution, tous les Congolais de 18 ans ont pu obtenir leur carte d'électeur? Est-ce qu'ils ont pu s'identifier? C'est ça la première préoccupation. On parle généralement de l'exhaustivité. L'autre préoccupation, c'est de dire, mais les électeurs de Rutshuru, les électeurs de Massissi, les électeurs de Kwamut, qui n'ont pas été enrôlés, est-ce qu'on ne leur prive pas de ce droit de vote? S'il y a 3 territoires où les électeurs
n'ont pas été enrôlés et qui a été annoncé de manière transparente par la Commission électorale nationale indépendante, est-ce qu'il n'existe pas d'autres entités où les électeurs n'ont pas reçu de carte d'électeur? C'est ça la préoccupation de la mission d'observation. Et au moment où nous sommes en train de parler, je ne pense pas qu'on leur ait donné les moyens de pouvoir s'assurer de ça. Le deuxième, c'est de rassurer, d'accroître la confiance des différentes parties prenantes et des acteurs qui sont en compétition. Ça veut dire que il est évident que si une mission d'observation va auditer le fichier électoral, je suis sûr qu'il y a plusieurs groupes politiques qui, par exemple, étaient méfiants par rapport au processus électoral, qui pourraient changer d'avis. Je ne dis pas que tous pourraient changer d'avis, mais ils pourraient avoir un peu plus confiance dans le processus électoral. Je suis convaincu. Et c'est ça le rôle des missions d'observation. Et s'ils ont fait cette demande, c'est parce que je crois qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs, il y a un certain nombre de parties prenantes qui ont encore de doutes sur la fiabilité du fichier électoral. Et le fichier électoral est un outil important pour les élections de manière générale. Un outil important pour des élections de manière générale, mais on va chuter. Je crois qu'on a abordé, on a évoqué plusieurs aspects. On va chuter, il nous reste quelques minutes. Alors, M. Jean-Baptiste Ndundu, dites-nous s'il vous plaît, la mission d'observation électorale SCC5O dit dans son mémorandum que cette opération d'audit citoyen ne sera pas une première pour le Congo. Ça s'est déjà fait dans d'autres pays où il a fait ses preuves. Je ne sais pas si vous avez une petite idée sur certains États qui ont... Non, je n'ai pas une idée sur un État où cet audit citoyen a été réalisé, mais de manière générale, les parties prenantes, quand on fait un audit du fichier électoral, un audit externe du fichier électoral, les acteurs des organisations de la société civile, les missions d'observation, les parties prenantes, les candidats participent à l'audit du fichier. Les candidats? Oui, ils interviennent déjà dans la détermination des termes de des références. Ok? Ça veut dire dans la détermination des termes de référence, ils participent déjà, ils contribuent. Les acteurs politiques? Oui, les différents acteurs. On travaille ensemble pour déterminer. En fait, on va faire l'audit du fichier. Qu'est-ce que nous allons rechercher exactement? On peut rechercher énormément de choses, énormément de données. Il y a plusieurs choses qu'on peut rechercher. Il s'agit de délimiter le cadre. Les personnes qui ne sont pas expertes en matière électorale peuvent également participer à l'audit parce que les politiques, rien ne rassure que les politiques si vous n'êtes pas expert en matière électorale, vous allez faire l'audit comment? S'il s'agit de matière juridique, il faut connaître le droit. S'il s'agit de matières statistiques, il faut connaître les statistiques. S'il s'agit de matières informatiques, il faut connaître l'informatique. Et généralement, un audit où il n'y a pas un informaticien n'est pas crédible. Parce que aujourd'hui, la technologie numérique est le principal outil pour gérer le fichier électoral. Mais on va prendre on va faire cette comparaison. Il y a des États de grande démocratie, ils n'ont pas de CENI. Ce sont pour certains des gouvernements qui organisent les élections. Comment ça se fait que chez eux, ça ne pose pas les problèmes de transparence? Ça se pose ici chez nous, malgré que nous avons déjà un organe qui ne soit pas un organe gouvernemental. La question que vous posez, elle est très complexe, mais ça, c'est une appréhension que les gens ont. La majorité des pays aujourd'hui ont des commissions électorales. C'est plutôt la forme qu'elles prennent, qui soit une forme mixte,
soit une forme gouvernementale, soit une forme indépendante. Ce sont les formes qui changent, mais elles existent. Ok? Je sais que nous, on est tellement focalisés sur le modèle français qu'on pense qu'il n'existe que le modèle français. Non. Si vous allez en Grande-Bretagne, vous verrez. Il y a une commission électorale. Si vous allez aux États-Unis, le système américain est encore un peu plus complexe parce que c'est chaque comté, chaque État, hein, ils ont un système fédéral qui a son entité, même s'il y a un secrétaire d'État qui chapeaute chaque entité, chaque circonscription. Mais les commissions, les organes de gestion des élections sont partout. Le modèle gouvernemental qui semble tenter plusieurs pose problème chez nous, je l'ai dit, parce que il y a méfiance entre les différentes parties prenantes. Et vous verrez que dans la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante, on demande 6 valeurs. Il y a 6 valeurs que l'on demande. Lesquelles? La première, c'est l'indépendance. La deuxième, c'est la neutralité. La troisième, c'est l'impartialité. On demande l'indépendance, la neutralité et l'impartialité. Vous n'aurez jamais ça avec un modèle gouvernemental. Parce que l'impartialité et la neutralité, naturellement, hein, ne peut pas venir, et ne parlons même pas de l'indépendance. Ensuite, ça c'est en ce qui concerne l'organe de gestion des élections, dans notre loi. Mais on demande à ce que les scrutins soient libres, démocratiques et transparents. Donc j'ai dit qu'il y avait 6 valeurs qui devaient caractériser le processus électoral et qui militent à ce que l'on puisse encore maintenir ce modèle indépendant d'organes de gestion des élections dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Mais une dernière question maintenant pour vous laisser partir, M. Jean-Baptiste. Devant le cas de la République démocratique du Congo, où vous avez les CC qui demandent, les C5O, la mission d'observation, la CENI qui dit non, et les politiques qui se divisent sur cette question, quel est votre avis ou votre recommandation d'expert pour mettre tout le monde, pas tout le monde d'accord, mais pour taire la crise qui sépare tous? Je crois que je l'ai toujours dit, je le répéterai, mécanisme de gestion de conflits. Ok? Il le faut. Ça veut dire quand des personnes n'arrivent pas à voir les choses de la même manière, pour apaiser la situation, il faut des mécanismes de gestion de conflits. L'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante a joué un rôle important à l'époque de EISA en 2005, déjà dans notre pays. Il a produit un modèle qu'on appelle médiation électorale. Donc il connaît ces mécanismes de gestion de conflits. Il sait de quoi il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de l'appliquer. Parce que quand les différentes parties prenantes n'arrivent pas à s'entendre, il faut trouver des personnes de confiance qui vont vous permettre d'arrondir les angles. Les élections, c'est un mécanisme de gestion de conflit. Il n'est pas intéressant qu'un mécanisme de gestion de conflit devienne générateur de conflit. C'est qui est le cas? Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il est préférable. C'est qui le cas? Oui, il est préférable qu'on puisse travailler le plus rapidement pour permettre à ce que les différentes parties prenantes arrivent à se parler, arrivent à savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pouvoir avoir un processus qui soit le moins conflictuel possible, en tout cas qui ne puisse pas générer des violences électorales. Et pour ça, je le répète, il faut des mécanismes de gestion des conflits. Et je dis, j'ai donné un exemple parce que j'en suis sûr, je suis certain de ce que je dis. Le président actuel de la Commission électorale nationale indépendante
à piloter, à coacher une structure de la société civile au niveau régional de la SADC qu'on appelle EISA, qui avait produit un modèle qu'on appelait médiation électorale. Ok? Donc, il y a des possibilités, ça existe. Il s'agit de trouver des personnalités indépendantes à haute moralité qui peuvent faire les bons offices pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arrondir. Comme je l'ai toujours dit, si on fait la sourde oreille, eh ben, on va récolter, parce que le processus électoral, c'est un conflit organisé. C'est confrontation. Et la confrontation, contrairement à ce que l'on pense, c'est même à l'intérieur de chaque parti. À l'intérieur de chaque camp, il y a confrontation. Ça veut dire que pour l'instant, on ne le voit pas encore. Dans très peu de temps, tout le monde va entrer en confrontation avec tout le monde. Et à partir de ce moment-là, l'ami de l'ami, l'ennemi de l'ennemi, on ne sait pas à quoi on va aboutir si on ne fait pas attention. Donc il est préférable aujourd'hui de pouvoir prévenir ces violences électorales que vraiment je souhaiterais que ne puissent pas advenir dans notre pays. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Ndoundou. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Chaque fois qu'il y aura un problème électoral, nous ferons toujours appel à vous. C'est avec plaisir que je me ferai le plaisir de répondre à votre invitation. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste. Merci, chers téléspectateurs. Eh bien, c'est l'avis d'un expert. Vous avez peut-être un avis contraire ou vous souhaitez également participer à cette émission Entre les lignes. Eh bien, le numéro est là. Contactez-nous. Nous ferons le plaisir. Nous serons... La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.